Alors bonjour, je m'appelle le Dr Lynn Deshôtels. J'ai décidé de vous faire un petit vidéo pour vous entretenir sur une maladie qui me tient à cœur pour accompagner, aider les patients à mieux aller. C'est la maladie de Lyme. Alors pourquoi la maladie de Lyme est si difficile à soigner? Alors j'aimerais remercier tout d'abord Jean-Bruno Gagnon qui a accepté de tourner cette vidéo avec moi et Nathalie Smith qui a collaboré à la production du support technique ou du PowerPoint que je vais vous présenter. Alors les enjeux réels de la maladie de Lyme, alors le problème c'est que les gens doivent aller se faire soigner hors Québec et ils peuvent investir jusqu'à 80 000 $ en traitement, en soins. Et l'argent est donc investi à l'extérieur du Québec pour le traitement de la maladie de Lyme. Il y a une grande incompréhension aussi face à la maladie, un déni face à la complexité de la maladie. Il y a des répercussions importantes sur la santé et la qualité de vie des malades ou des patients qui en sont atteints. Le problème aussi, c'est le diagnostic. On a une faible fiabilité des tests parce que ce sont des bactéries ou des co-infections bactériennes ou virales qui vont s'infiltrer rapidement dans le corps pour aller se cacher. Et quand on teste des anticorps qui vont laisser la place à d'autres mécanismes du système immunitaire et ce n'est pas pour ça qu'on teste les patients. Donc souvent, on passe en dessous de la couverte par rapport au diagnostic des tests paracliniques. Ça demeure un diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'il faut questionner les patients puis aller voir les probabilités que ce soit une maladie de Lyme ou une co-infection qui cause les symptômes qui sont souvent multisystémiques, d'où l'appellation de maladie complexe. L'épidémiologie, on n'est pas très bon en épidémiologie. Ça sert exclusivement à cartographier la présence des tiques porteuses de la maladie, alors qu'on sait très bien que probablement qu'il y a beaucoup plus d'espèces transportées par les tiques, beaucoup plus de bactéries ou de co-infections pour lesquelles on ne teste pas nos patients suffisamment et qui peuvent être responsables avec la Borrelia, avec la maladie de Lyme, des symptômes présents chez les patients atteints de la maladie de Lyme. Et ça ne représente pas du tout l'épidémiologie de la réalité actuelle, probablement qu'on sous-estime malgré la présence de plusieurs cas qui sont en augmentation. On sous-estime vraiment la prévalence et l'incidence de cette maladie parmi nos patients. Permis de pratique, je suis médecin en pratique au Québec. Il y a énormément d'enjeux parce qu'il faut avoir une certaine connaissance de ce que c'est la maladie de Lyme et les co-infections, donc les infections chroniques. Souvent, j'ai entendu des termes ou des expressions ou des situations où les patients ont erré parce que les médecins, leurs médecins traitants ne voulaient pas les traiter. « Ah, j'ai peur de perdre mon permis de pratique. Je veux bien t'aider, mais je ne peux pas. » Alors, ça devient très, très difficile. Il y a même beaucoup de médecins qui ont décidé de quitter le Québec pour pouvoir traiter les patients atteints de la maladie de Lyme. Alors, on perd l'expertise. Et dans mon cas, j'ai décidé de persister et d'aider les gens qui n'avaient pas accès à cette expertise-là. J'essaye de les accompagner, de les aider du mieux que je peux en me formant, en étudiant, en allant chercher l'expertise ailleurs. Mais encore faut-il la développer ici au Québec et pour aider plus de personnes puis que ça soit accessible au niveau financier. Il y a aussi une absence de recherche au Québec. Alors, pour être capable de mieux comprendre et avoir des guides pratiques qui s'adressent à notre clientèle et à nos patients du Québec, il faut vraiment qu'on développe la recherche, qu'on documente ce qu'on fait, notre expérience clinique, qu'on développe nos propres protocoles, basés aussi sur des guides pratiques qui existent ailleurs. On ne peut pas les ignorer. Il y a des médecins qui sont en pratique et qui aident les patients atteints de la maladie de Lyme depuis plus de 30 ans. Alors, ça a des grandes répercussions et il faut essayer de développer et de reconnaître l'expertise qui est ici et probablement axer beaucoup sur la formation des médecins parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation sur le fait que ce n'est pas existant et les patients en souffrent beaucoup.
Alors, les limites professionnelles pour être un médecin en pratique au Québec, j'aimerais qu'il y ait une ouverture face à la possibilité que plusieurs causes des maladies pourraient être d'origine infectieuse. Les infections qu'on dit chroniques ou très en dormance et qui, si le système immunitaire est en perdition ou affecté, vont se réveiller. Je souligne souvent le fait que ne réveillons pas la souris qui dort. Alors, quand on a un bon système immunitaire, les infections qui sont en dormance dans notre corps ou en latence dans notre corps ne vont pas causer de symptômes. Mais quand notre système immunitaire est affecté ou abaissé, bien souvent, ça peut amener à réveiller la souris qui dort et causer des symptômes qui vont atteindre tous les systèmes. Alors, c'est la complexité, c'est que c'est multisystémique et souvent, ça va créer de l'inflammation. L'inflammation étant souvent la cause de plusieurs symptômes ou maladies. Les données actuelles, écoutez, de 2014 à 2022, on a répertorié au-dessus de 17 000 cas au Canada. Ceci étant dit, c'est les cas répertoriés. Alors, combien d'autres personnes sont atteintes de la maladie, mais qui n'ont pas eu des tests positifs ou on a ignoré parce que, justement, on n'avait pas de test paraclinique pour dire « Ah oui, c'est ça, c'est sûr que c'est ça ». Donc, beaucoup plus de cas qu'on pense. Entre autres, au Québec, on a répertorié plus de 3 000 cas entre 2014 et 2022. Et c'est un bond entre 2019 et 2021 au Québec de 42 %. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et encore, je rappelle, c'est ceux qu'on sait que c'est documenté et prouvé. On a investi plus de 20 millions de dollars à développer des centres de référence, dont 10 cliniques satellites au Québec, 5 centres de référence. Mais on a beaucoup focusé aussi sur la COVID. Ça a pris la COVID pour qu'on commence à dire « Oups, la COVID longue, alors les gens qui ont la maladie de Lyme, est-ce qu'ils pourraient avoir une maladie de Lyme chronique? » Alors on a commencé à dire « Ah oui, ça se peut qu'on ait des infections qui sont récurrentes ou qui reviennent à l'attaque chez les patients avec la COVID longue. » Donc on axe beaucoup plus le support chez les patients de COVID et de COVID longue que chez les patients de la maladie de Lyme. Alors il faut vraiment commencer à se réveiller nos connaissances face à tout ça, puis commencer à comprendre mieux ce qui se passe chez nos patients infectés chroniquement. On appelle ça des crypto-infections, c'est pas pour rien, c'est des infections qui sont cachées. Alors, si on est vraiment en bonne santé, on va être moins symptomatique. Si on fait attention à nos habitudes de vie aussi. Bref, il y a beaucoup d'enjeux. Et il faut avoir une approche de médecine fonctionnelle chez ces patients pour les aider à améliorer tous les symptômes ou ce qui les affecte par rapport à la maladie de Lyme. Oui, 2 médecins, je nommerai pas l'autre médecin parce qu'il est très connu, mais bon, peut-être qu'il y en a d'autres. On n'entend pas beaucoup parler. Pour ma part, j'ai développé quand même des protocoles qui ont été développés à partir des connaissances que je suis allée chercher dans d'autres pays, en Allemagne, entre autres, aux États-Unis, à faire des fins de semaine de formation intensive pour mieux comprendre. Il y a des guides pratiques aussi qui existent sur comment aborder les patients, comment les traiter, comment les soigner avec une approche de médecine fonctionnelle parce qu'il faut aider à rebâtir par ailleurs le système immunitaire ou encore tous les impacts que ça peut avoir multisystémiques. Donc, il faut vraiment avoir une ouverture vers des approches aussi complémentaires. Alors, on parle seulement des cas signalés. Alors, combien de patients ne seront jamais diagnostiqués ou aidés parmi ceux qui sont infectés? Un peu d'épidémiologie. Alors, on sait que les régions les plus touchées sont souvent celles de l'Estrie et de la Montérégie, mais on voit qu'il y a quand même plusieurs régions du Québec qui commencent à avoir une cartographie épidémiologique qui est assez importante. Les bactéries traversent les frontières, ne passent pas aux douanes, alors il faut quand même se préoccuper un petit peu des espèces qui migrent, que ce soit de l'Europe vers l'Amérique du Nord ou les États-Unis, parce que c'est une réalité. Les bactéries, ils ne savent pas s'ils sont au Canada ou aux États-Unis.
Alors, il faut regarder toute la cartographie qui se fait au niveau des États américains qui sont frontaliers avec notre pays, puis voir si on ne devrait pas tester pour les nouvelles espèces ou les espèces qui sont présentes, entre autres, dans l'État de New York et d'autres États frontaliers. Donc, c'est important d'y penser, puis c'est souvent ça le problème, c'est que quand on ne teste pas pour les bonnes espèces, puis on ne teste pas pour les co-infections qui peuvent être aussi responsables de l'ensemble des symptômes reliés aux infections chroniques ou à la maladie de Lyme. Alors, les régions qui sont les plus touchées, 52% des cas répertoriés viennent de l'Estrie, 20% de la Montérégie, seulement 13% de la région de Montréal, la Naudière 3% et Mauricie-Centre et du Québec 3%. Ceci étant dit, quand on regarde les statistiques, on a eu une petite baisse en 2020, mais on peut comprendre avec la pandémie puis la COVID, on sortait moins dehors, on était moins enclin aussi à être exposé à la transmission qui vient aussi des animaux. On va le voir comment le cycle de transmission des tiques et des infections qui sont portées par les tiques, les agents infectieux. Alors, on remarque que les cas ont quand même beaucoup augmenté dans les dernières années, mais ce sont seulement, rappelons-nous, les cas répertoriés. Alors, combien d'autres personnes ont été infectées, non diagnostiquées ou non traitées? Le cycle de transmission. Alors, on remarque qu'il y a des saisons où la tique est plus enclin à infecter l'humain. La tique va aussi se cacher ou va pondre ses œufs ou va être sous forme de différentes formes dans les animaux. On va avoir des œufs, on va avoir la nymphe et on va avoir la larve. Et on sait que dépendamment du stade de la tique, on va avoir une rapidité d'infection dépendamment de ce stade-là. On sait aussi qu'il y a des saisons dans lesquelles on a plus de risques d'être infecté, entre autres du printemps, l'été à l'automne. On sait qu'on a plus de risques de contracter ou d'être piqué par la tique et possiblement que cette tique peut nous injecter plusieurs bactéries dans le sang. Si on a des symptômes grippaux durant l'été, on est un peu mélangé parce qu'on a eu la COVID et puis vous allez voir tantôt que les symptômes des infections de Lyme et des co-infections peuvent ressembler étrangement à ceux de la COVID et de la COVID longue. Ça touche le système immunitaire, on va vous présenter ça tantôt. Donc, les symptômes les plus fréquents, c'est en été. Faire une grippe d'été, c'est pas normal. Alors, la fièvre, des courbatures, c'est souvent les premiers symptômes. La fatigue qui peut être progressive, les douleurs musculaires aussi. Naturellement, il peut y avoir des manifestations cutanées qu'on appelle l'érythème migrant, qui est la lésion cible à la peau. Mais cette lésion cible ou cet érythème migrant peut prendre différentes formes. Donc, c'est pas toujours évident à diagnostiquer et ce n'est pas toujours présent, puis on n'est pas toujours au courant si on a été piqué ou pas. Alors, ça demeure, comme j'ai dit, un diagnostic clinique où il faut se questionner sur la séquence d'apparition des symptômes et voir s'il y a des probabilités que ce soit ça en fonction de l'histoire, en fonction des régions, en fonction aussi des saisons. Question d'équilibre. Alors, c'est un peu difficile de savoir est-ce que l'infection, les agents infectieux peuvent débalancer le système immunitaire ou si un patient a déjà un système immunitaire qui est affecté, qui va permettre à l'infection de se développer ou de causer des dommages dans les tissus ou de l'inflammation. Alors, c'est le triangle ou c'est le cercle vicieux des 3 I. Qu'est-ce qui cause quoi? Qu'est-ce qui est là en premier? Alors, une infection qui peut causer de l'inflammation, cette inflammation-là, qu'elle soit aiguë, récurrente, chronique, va débalancer le système immunitaire et on va avoir des réactions d'inflammation chroniques, récurrentes. Donc, qu'est-ce qui cause les symptômes? Est-ce que c'est l'infection qui est en train de se développer ou c'est l'inflammation qui est générée par la présence des bactéries dans nos tissus et qui débalance notre système immunitaire? Alors, c'est le modèle des 3 I qui a été un petit peu beaucoup initié par Dr. Horowitz, que j'ai essayé de vous présenter ici pour mieux comprendre la complexité. Qu'est-ce qu'on traite?
qu'est-ce qu'on doit traiter en premier? Il y a des étapes à suivre. Alors, les impacts multisystémiques de la maladie de Lyme et de ses co-infections, elles peuvent être au niveau cutané, elles peuvent être des symptômes généraux de fatigue, de maux de tête, ça peut être des fièvres récurrentes, des douleurs musculaires, articulaires, un problème de concentration, de mémoire. Souvent, on va parler de brouillard mental associé. Des manifestations neurologiques qui peuvent être paralysie faciale, des engourdissements localisés au niveau d'un membre, des chocs électriques, des maux de tête, des troubles visuels avec certains agents infectieux qui sont transportés par la tique, des manifestations cardiaques qui peuvent se présenter comme des douleurs en serrement thoracique, aux palpitations, aux étourdissements, des manifestations articulaires, que ce soit des gonflements, de l'inflammation articulaire ou des douleurs tout simplement musculaires qui sont récurrentes et incapacitantes. Et on voit que dans le temps, il y a une évolution de certains symptômes et qu'il peut y avoir une chronicité qui s'installe si on n'agit pas. Un petit rappel sur le fait qu'on est dans une phase d'humanité où on a été affecté par une pandémie et la présence d'un COVID et que les manifestations cliniques de la COVID ou la post-COVID ou la COVID longue ressemblent étrangement aux manifestations des infections que les tiques peuvent donner à nos patients. Le grand coupable dans tout ça, c'est l'inflammation. Alors, le post-COVID peut se manifester aussi cutané, beaucoup par la perte des cheveux. Il peut y avoir des éruptions cutanées aussi à la peau qui sont de tout genre, avec des érythèmes, avec des rougeurs, avec toutes sortes de situations qui sont encore à caractériser parce qu'on a beaucoup à apprendre encore sur la COVID. Des symptômes généraux aussi, fièvre, fatigue, malaise après l'effort, perte d'appétit, perte de goût, perte d'odorat, nausées. On peut aussi avoir des affectations au niveau du système digestif, des maux de tête, perte de concentration aussi, brouillard mental, déficit aussi de la mémoire, des troubles de l'humeur, un peu dépressif ou de la morosité ou un manque d'énergie aussi qui peut s'installer, symptômes cardiaques, des palpitations. On a aussi vu l'incidence ou la prévalence de myocardite, péricardite, arythmie cardiaque qui pouvaient se manifester, douleurs musculaires, douleurs articulaires, grande fatigue, faiblesse, manque d'énergie. Bref, cette COVID peut causer de l'inflammation dans plusieurs de nos tissus et causer naturellement des symptômes ou des manifestations multisystémiques. Alors, il faut faire de la recherche. C'est super important la recherche en ce moment. Il faut mobiliser les scientifiques, il faut développer des tests, il faut aussi apprendre à traiter ou développer des formes de traitement qui font appel aussi à la médecine fonctionnelle avec des approches complémentaires et mieux documenter l'épidémiologie. Qu'on parle de la COVID ou qu'on parle de la maladie de Lyme ou des infections chroniques, supervirus, superbactéries qui peuvent causer énormément de tort et surtout affecter des patients de façon significative dans leur fonctionnement et dans leur qualité de vie. Alors, notre devoir comme médecin et comme scientifique, c'est de documenter et d'observer ce qui se passe pour mieux comprendre l'évolution de la maladie. Et on est dans l'observationnel, certes, mais c'est important. Puis il faut commencer à retourner vers les patients, les écouter, les entendre pour comprendre ce qu'ils vivent, puis peut-être mieux les accompagner, étudier, regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde et développer nos guidelines, nos guides pratiques au Québec, nos connaissances et rendre ça accessible ici pour les patients du Québec. Les impacts sont majeurs sur les individus, leurs familles, au niveau des activités de la vie quotidienne. Les gens sont souvent incapables de travailler ou de faire leurs activités, tout simplement de faire à manger, de faire leur ménage, d'entretenir leur maison, bref, de s'occuper d'eux-mêmes parfois même.
C'est en montagne russe. Des fois, on est un peu mieux, on veut en faire plus. Des fois, on est plus affecté par les symptômes, on en fait moins. On est aussi, souvent, il y a une stigmatisation, un jugement au niveau de la société par rapport aux gens. Plusieurs de mes patients ou des patientes ont souffert du jugement des autres, ne pas être cru dans ce qu'on vit, dans la maladie. Ça fait partie aussi de ce qui est difficile, d'être jugé, de ne pas trouver des solutions ou des gens qui peuvent nous aider. Il y a des enjeux importants au niveau de l'argent. Hein? Ça peut coûter très cher, se faire traiter pour la maladie de Lyme, mais aussi on n'est plus capable de travailler. La famille, ça peut être difficile à porter par les familles. La peur de rester dans cette situation-là. Alors, il y a énormément d'enjeux chez les patients atteints de la maladie de Lyme. On commence mieux à peut-être dire « Oups, ça existe. Oups, il faut peut-être ouvrir nos horizons vers le fait que ça existe avec l'apparition de la COVID et de la COVID longue et des impacts sur la qualité de vie et la santé des gens à long terme. » Et il y a entre autres une grande errance médicale avec une faible connaissance de ce que ça peut être les infections chroniques et un déni aussi qui est encore, à mon sens, trop présent par rapport au fait que ça peut exister les infections latentes, récurrentes et chroniques. Alors, ouvrons nos horizons, parlons-en et éduquons-nous, s'il vous plaît, et documentons ce qui se passe chez nos patients et surtout les aider à peut-être améliorer un petit peu leur santé. Et il y a plusieurs façons de se traiter quand on est affecté par une infection chronique. Comment aider les patients? Bien, il y a plusieurs types de protocoles. On a voulu être un petit peu plus large, juste pour vous dire qu'il y a des protocoles conventionnels. Oui, la prise d'antibiotiques, parfois plusieurs antibiotiques. On va être obligé d'avoir aussi certains médicaments ou même les antibiotiques qui vont briser ce qu'on appelle le biofilm parce que ce sont des bactéries très intelligentes qui trouvent toutes sortes de façons de contourner nos mécanismes de défense, notre système immunitaire. Ils vont même s'entourer d'une espèce de glu pour ne pas être attaqués par les antibiotiques ou notre système immunitaire. Alors, on doit utiliser certains produits, certains suppléments, certaines plantes aussi qui peuvent être utilisées pour briser ce biofilm puis que les antibiotiques peuvent avoir leur effet et détruire les bactéries. On va avoir des réactions inflammatoires. Oui, l'inflammation vient de la présence des infections, mais quand on détruit des bactéries, on crée aussi de l'inflammation qui peut être un peu difficile à supporter et probablement parce que le traitement est efficace, mais il faut supporter les patients dans ces réactions-là parce qu'on ne serait pas capable de les traiter, c'est trop difficile à supporter. Il y a toute la panoplie de traitements alternatifs aussi qui peut aider nos patients, des antimicrobiens à base de plantes, des suppléments. J'ai parlé des phytocannabinoïdes pour traiter certains symptômes relatifs aux infections et à l'inflammation, des huiles essentielles et, entre autres, les protocoles qui fonctionnent le mieux chez les patients atteints des infections chroniques, ce sont les protocoles mixtes où on a une combinaison d'antibiothérapie, que ce soit naturelle ou antibio plus conventionnel prescrit en pharmacie, avec des plantes et autres. Il y a les traitements aussi complémentaires qui sont importants. Les traitements complémentaires, il peut y avoir, entre autres, je vous ai mis le bleu de méthylène, le low-dose naltrexone qui aide énormément les patients à différents niveaux. Les cellules infectées, c'est un peu comme des cellules cancéreuses. C'est des cellules qui n'expriment plus les mêmes choses à la surface de leur membrane. Alors, elles peuvent être attaquées ou détruites par certaines substances que je vous ai mentionnées ici. Il faut certainement supporter tout le système digestif, le système immunitaire. Il faut aussi aider à la réparation tissulaire, hein, qui dit destruction de bactéries, destruction de tissus, de cellules, de tissus. On dit qu'il faut aussi aider à la réparation de ces tissus-là. Et naturellement, on doit regarder les habitudes de vie, dont l'alimentation, pour ne pas nourrir les bactéries avec des aliments pro-inflammatoires. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être complémentaires. Et j'ajouterais à ça que parfois, il y a des traitements comme
des chambres hyperbares qui peuvent aider à l'efficacité, à rendre le traitement plus efficace. Les saunas infrarouges aussi qui peuvent aider à se débarrasser des toxines qui peuvent être libérées par les bactéries qui infectent les tissus des patients infectés. Bref, il y a une panoplie de choses à regarder pour aider les patients à aller mieux et surtout responsabiliser ces derniers face à la maladie. C'est très important de les coacher à se reprogrammer vers une amélioration de la situation et c'est pas toujours évident quand ça fait longtemps qu'on est malade ou qu'on a des symptômes qui sont incapacitants. C'est normal d'être découragé. C'est probablement normal aussi d'avoir un peu, surtout avec tout ce qui est le jugement autour de la maladie de Lyme, d'avoir de la difficulté à dire « Hey, je vais-tu m'en sortir un jour? » Alors, de juste nommer les choses, de juste les entendre, d'être reçu dans ce qu'on vit, peut faire toute la différence sur la voie de la guérison, de l'amélioration des symptômes. En conclusion, alors il faut reconnaître que la maladie de Lyme, c'est une maladie avec une grande complexité, ça touche plusieurs systèmes. Il faut surtout commencer à informer et à éduquer les professionnels de la santé. Développer aussi des équipes multidisciplinaires où on va accompagner les patients de différentes façons, les remettre en action tranquillement vers la voie de l'amélioration de leur santé, de leur qualité de vie et de leurs symptômes. Naturellement, c'est bien important de subventionner la recherche pour que les patients du Québec puissent avoir accès à des laboratoires ici, à des tests diagnostiques, à des médecins, à des équipes multidisciplinaires, puis peut-être minimiser aussi les coûts sous le volet de la recherche clinique. Développer des protocoles d'intervention, oui, basés sur certains organismes comme Highlands. Il y a des protocoles existants, il y a des médecins que ça fait 30 ans qui traitent la maladie de Lyme. Ils ont vraiment développé des façons de faire, ils ont bien documenté. Il y a des façons aussi de suivre les patients pour que ça demeure sécuritaire et correct et de développer naturellement des tests de laboratoire fiables et qui sont moins coûteux pour les patients du Québec. Alors, je vous remercie. J'espère que j'ai fait la lumière et surtout que j'ai piqué votre curiosité et non qu'une tique vous a piqué, mais que j'ai piqué votre curiosité à mieux comprendre les patients qui sont affectés par les infections chroniques en espérant que vous ayez le goût aussi d'en apprendre plus. Je remercie Jean-Bruno Gagnon et je remercie Nathalie Smith. Alors, merci de m'avoir écouté.